Bonjour, ici Sophie, une des animatrices de nos 2 centimes. Bienvenue dans cet épisode de ce podcast où on parle de nos vies affectives, relationnelles et amoureuses. J'avais envie d'interviewer Mélissa et Joël dans cette saison sur le couple et le célibat parce que Mélissa et Joël, c'est un de mes couple goals. Vous savez, ces couples qui nous font rêver. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi c'est un couple qui me plaît dans leur dynamique de qui ils sont. Et surtout, le sujet de la bonne personne, c'était trop bien d'en discuter avec eux parce que, en fait, Joël, il m'a un peu fait changer d'avis. La bonne personne, c'est une théorie qui a été beaucoup critiquée, challengée, questionnée. Il y a plein de positions dans le monde et dans le monde chrétien aussi. Et donc, c'était intéressant de discuter des implications de telle position ou de telle autre position pour nos vies personnelles. On a envie de vous voir sur Insta si vous êtes d'accord ou pas avec la bonne personne. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous y croyez pas ? Qu'est-ce que ça change dans vos vies ? Dites-nous en commentaire YouTube, Spotify ou sur Insta. Je précise aussi que c'est un épisode en famille. Dans cette saison, vous savez, on va mettre en dialogue les couples et les célibataires. Et on a parlé dans les épisodes précédents de faire famille ensemble. Et donc dans cet épisode, il y a des petits humains, les enfants de Mélissa et Joël, qui interviennent à des moments. Donc il y a des petits bruits et des petites paroles qu'on n'a pas pu enlever. Donc c'est comme si là on est un petit peu invité aussi dans ce podcast. Mais imaginez que vous êtes dans un salon et qu'on discute ensemble et qu'il y a des enfants qui sont là. C'est un exercice pratique de faire famille ensemble. Je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt, chaque dimanche à 15h pour un nouvel épisode. On est en direct du Kansas et de Lyon et aujourd'hui on discute avec Mélissa et Joël. Donc Mélissa et Joël, je vous présente un petit peu en intro. Vous êtes mariés depuis 8 ans et demi. Vous habitez en Afrique de l'Ouest, mais vous êtes actuellement au Kansas. Vous avez 3 enfants et bientôt 4. Joël, t'es un grand sportif puisque tu cours régulièrement 1 fois par an depuis plusieurs années. Donc chaque année tu cours 1 fois, c'est super. Mélissa, toi t'aimes beaucoup boire une bonne tasse de café avec une amie et t'aimerais t'améliorer dans les techniques de patchwork. T'as une vie qu'on pourrait appeler une vie de grand-mère, mais en même temps t'es une jeune femme dynamique. Et le week-end dernier, vous avez participé à un week-end de couple qui vous a beaucoup encouragé parce que vous n'aviez pas besoin de couper la viande pour vos enfants puisque vous étiez que tous les deux. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. On va parler aujourd'hui de la liste de critères et la bonne personne, mais avant de se plonger dans le sujet, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Est-ce que vous pouvez faire votre love story en quelques minutes ? Bah, si c'est quelques minutes, il faudrait mieux que Joël y parle, mais non. En fait, on s'est rencontrés en Corée du Sud. On habitait tous les deux en France, mais on est partis pour une conférence en Corée du Sud. Et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Bon, c'était pas comment on dit, les feux d'artifice, le coup de foudre. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis, on s'est retrouvés dans la même ville, à Rennes, après ça. Et on est devenus amis après 5 ans d'être de bons amis. On a commencé à se fréquenter et puis on s'est mariés après. Oh, c'était rapide. Pendant plusieurs années, on a été très bons amis, de plus en plus proches. Et puis après, la relation a continué à s'approfondir quand on a commencé à se fréquenter. Et c'était vraiment naturel de passer de très bons amis à amis exclusifs, si on peut dire. Amis à vie, coloc à vie, tout ça. C'est ça. Trop chou. Est-ce que vous diriez que c'est une histoire success story d'une friendzone ou non ? Ouais. Non ? Quelques mois avant qu'on commence à se fréquenter, Mélissa m'a dit qu'elle me considérait comme son frère. Oups. Et là, je me sentais vraiment dans la friendzone, effectivement. Ah oui, ok, excellent. Ça donne de l'espoir ou de la délusion. Absolument, à tous les gens qui écoutent, c'est qui pas sont désespéré. Faut être honnête avec ce qu'on pense. Et puis aussi savoir comment se reprendre quand on se rend compte qu'on n'a pas dit ce qu'on voulait exactement dire. Ou que nos sentiments envers notre frère deviennent un petit peu bizarres. Voilà. Quel conseil aurait facilité votre vie quand vous étiez intéressés l'un par l'autre et au début de votre vie de couple ? Moi, je dirais que bon, peut-être que c'est quelque chose que tout le monde dit, mais de penser déjà que est-ce que c'est une personne avec qui je pourrais me voir me marier. Donc de penser déjà à ça et en même temps de pas se mettre trop la pression et de quand même être
tranquille, de devenir amis, de s'amuser, voilà, je pense que c'est très important d'être amis, de développer une relation, une amitié, mais en même temps pas juste faire ça d'une façon sans réfléchir à est-ce que c'est quand même une personne avec qui je pourrais me marier. Je rajouterais aussi que c'est bien et important d'avoir des conversations qui sont parfois un peu awkward par rapport aux limites physiques ou des choses comme ça. Même d'autres limites, hein, s'il y a des personnes qui veulent pas tout de suite prier ensemble ou lire la Bible ensemble parce que ça devient trop proche trop rapidement, juste en parler, de fixer quelques limites comme ça. Moi, je dirais de continuer aussi à avoir du temps avec les groupes d'amis, ensemble, avoir du temps juste en tête à tête, mais aussi en groupe. Continuer à apprendre à connaître la personne dans différents contextes et différentes situations. Trop bien. J'ai rien à rajouter, vous êtes trop fort, quoi. Vous allez droit au but, c'est trop bien. Comment, Mélissa, est-ce que tu navigues cette tension entre, du coup, il faut rester dans le présent dans la relation et en même temps se projeter sur un futur hypothétique? Est-ce que tu as des conseils précis de comment est-ce qu'on peut faire ça? Je pense que c'est clair que je sais pas si c'est plus difficile pour les filles que pour les garçons, mais moi, j'avais la tendance de vraiment me projeter dans qu'est-ce qui va venir, est-ce que ça sera l'homme de ma vie, est-ce que, voilà, ça va. Mais je pense que de juste me rendre compte, avec peut-être chaque jour même, de prendre chaque pensée un peu captive, tu vois, de dire non, je sais pas encore, mais je pense que je pourrais me marier avec lui, donc voilà, ça je peux le mettre de côté. Maintenant, je peux apprendre juste à le connaître et voilà. J'avais aussi une très bonne amie avec qui j'avais dit t'as la permission de dire la vérité dans ma vie. Si jamais tu vois que je vais trop vite dans je veux me marier là maintenant tout de suite, de juste dire tu peux prendre ton temps, de parler un peu, d'être vrai avec moi, quoi, dans cette relation. Ouais, trop bien. C'est beau. Donc, c'est être entouré. Et toi, Joël, quand tu disais être en groupe, ensemble, ou c'est même séparément, individuellement, rester avec ses amis? Les deux. Quand je dis ça, j'avais en tête plutôt ensemble avec des amis communs ou avec les amis de l'un ou de l'autre. Euh, je pense que c'est la réalité. On voit différents aspects de la personne quand on est avec des amis proches, quand on est dans différents contextes qu'en tête à tête. Donc je pensais plutôt voilà des temps communs avec des amis en étant ensemble en couple avec un groupe d'amis. Mais c'est vrai aussi c'est important de garder les relations qu'on avait avec mes amis gars ou elle avec ses amis à elle. Continue aussi à investir dans ces relations, à parler aussi de ce qu'on est en train de vivre avec la personne, même si ça peut paraître lourd pour les amis qui regardent de l'extérieur, mais c'est aussi ça, de se réjouir, de parler de la personne, de parler ce qu'on aime faire. Ça nous aide aussi voilà, à réfléchir sur la relation, voir qu'est-ce qui va bien, s'il y a des choses aussi qui sont difficiles, d'avoir les encouragements, l'aide aussi des amis qui sont là, qui ont un regard extérieur, qui peuvent nous aider aussi. C'est beau. Je dis beaucoup c'est beau, hein, mais c'est beau ce que vous dites. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui sont célibataires dans votre vie en ce moment? Vas-y, tu peux parler si tu veux. Honneur aux hommes. Ouais. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas faire des compromis juste pour pouvoir se mettre en couple ou trouver quelqu'un. Les choses qui sont importantes pour vous, les valeurs que vous avez, il faut les garder. Pas penser, il faut que j'oublie juste parce que je veux pouvoir me mettre en couple. Donc voilà, pas faire de compromis sur les choses qui sont importantes. Et moi, je dirais, comme tout chapitre de vie, de profiter de la phase où tu en es. Tu disais, si je me posais la question, qu'est-ce que j'aurais voulu entendre quand moi j'étais célibataire? Je pense que ce serait ça, c'est que c'est là où j'en suis dans ma vie actuellement. C'est ce que Dieu m'appelle à être et à faire là en ce moment. Et je sais pas pendant combien de temps ça va durer, mais de vraiment profiter au max et de dire, bah, c'est un chapitre qui, peut-être qu'il y a des difficultés et il y a des défis, c'est sûr, mais je peux aussi profiter parce que c'est quelque chose de beau et d'exceptionnel. Comme après, s'il y a un chapitre où c'est une fréquentation, ou après quand il y a des amis ou des enfants, ou voilà. Je pense qu'à chaque chapitre, parfois on a envie de dire, j'aimerais que ça passe vite pour faire autre chose. Et je dirais, bah, profite maintenant de ce temps-là, même si ça paraît très long et tu en vois pas la fin.
mais de se dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur nous-mêmes dans ces différentes étapes de vie, même si on a envie qu'il y ait des choses qui changent ou qui soient pas pareilles. Tu comprends ce que je veux dire, Sophie? Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Pour ajouter à ce qu'elle vient de dire aussi, la réalité, c'est que voilà, quand on est célibataire, on pense que quand on est marié, tout va bien, tout est merveilleux. Et c'est vrai. Et c'est vrai que tout va bien. Non. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi des contraintes qui viennent avec, ou peut-être plus que des contraintes, apprendre à gérer notre calendrier ensemble, nos activités ensemble. Et il y a certaines choses qu'on peut faire en tant que célibataire qui sont plus difficiles ou voire impossibles à faire une fois qu'on est marié. Je sais que tous les deux, quand on était célibataires, on a pu participer à des projets humanitaires ou à l'étranger, participer à Des des formations. formations, des congrès, différentes choses qui sont quand même plus difficiles une fois qu'on est en couple. Donc c'est aussi l'occasion d'avoir entre guillemets de liberté, si on peut dire ça comme ça, quand on est célibataire, avec l'opportunité de faire des choses qu'on n'aura pas forcément une fois qu'on est marié ou une fois qu'on est en couple. Ouais, c'est vrai. C'est le but de cette saison. On a envie de se rappeler les uns aux autres aux gens mariés que le célibat, il y a des problèmes et aux gens célibataires que le mariage, il y a des problèmes et qu'il y a des joies dans les deux et que c'est souvent pas les mêmes. Mais que Exactement. si on accepte les joies de l'autre saison, on doit aussi prendre les galères. Et on est peut-être... Et c'est une bonne philosophie de vie aussi. Ouais. C'est pas juste en tant que célibataire ou en tant que marié. Je pense que dans chaque étape de vie, c'est ça. En fait, on voit toujours autre chose qu'on dirait, j'aimerais être dans cette phase-là de vie. Mais en fait, on peut louper plein de choses. On peut passer à côté de plein de choses si on reste juste dans l'optique je veux ce qu'il y a après et pas profiter de maintenant. Ouais. Puis on compare les galères de notre saison actuelle avec les joies de la saison d'à côté, donc forcément ça marche pas puisque Oui. les joies de la saison d'à côté, c'est pas les galères de la saison d'à côté. Ouais. C'est une bonne philosophie de vie, en effet. La reconnaissance. Donc on commence la conversation sur les critères et la bonne personne. Est-ce que vous vous rappelez de vos critères quand vous étiez célibataire et comment est-ce que vous percevez ces critères aujourd'hui? Alors moi, je m'en rappelais tout de suite. Joël, je sais pas s'il se rappelait de ses critères, mais je pense que enfin, quand j'étais petite, j'avais déjà une liste qui faisait genre 3 pages. Et bon, arrivée au lycée, je pense qu'elle était un peu moins longue que 3 pages. Et puis bon, au fur et à mesure du temps, je pense peut-être aussi avec des conseils des autres, je me suis rendu compte que oui, on peut avoir une méga liste de critères, mais quelles sont les choses incontournables? Donc moi, je pense qu'il y avait 3 grandes choses qui sont restées comme incontournables. Et c'était d'être engagé avec Dieu. Ça veut dire, pour moi, sa relation avec Dieu était quelque chose de très important qui dirigeait un peu toute sa vie, qui faisait partie de sa vie. Je voulais aussi quelqu'un qui était un très bon ami à moi. Et puis, quelqu'un qui était ouvert à partir à l'étranger ou faire de la mission, de l'humanitaire, qui avait ce désir aussi. Je pense que ça, c'était après beaucoup de réflexions et des conversations avec des gens qui étaient beaucoup plus mûrs que moi dans là où j'étais, un encouragement à chercher qu'est-ce qui est vraiment incontournable et qu'est-ce qui est des choses qu'on peut laisser de côté, quoi. Et j'avais une liste qui était plus longue que 3 choses. Par exemple, quelque chose d'autre qui était très important pour moi, c'était que je voulais me marier, ouais, avec quelqu'un qui avait jamais fréquenté quelqu'un d'autre. Ok. Bon, c'était pas le cas. Et en fait, en réfléchissant et en connaissant Joël aussi, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est incontournable ou pourquoi est-ce que je voulais ça? Et un peu me poser la question de pourquoi est-ce que ça c'est quelque chose d'important pour moi ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et important? Et finalement, c'était pas essentiel et de travailler un peu ce qu'il y avait derrière ce désir de qualité, ça m'a aidé un peu à voir que c'était pas quelque chose de nécessaire dans ma petite liste de critères. C'est pour ça que je dis de vraiment chercher qu'est-ce qui est des choses que je ne vais pas, que c'est un non. Si la personne n'a pas ces choses-là, ça va pas marcher, quoi. Ça me fait penser que des fois les critères ça peut empêcher de rencontrer une vraie personne parce qu'on est concentré sur notre liste de critères
et on n'est pas prêt du coup à aller rencontrer la personne si on se dit ah bah non, cette personne elle a pas ça, du coup on va pas avoir de relation et on peut pas avoir d'amitié ou apprendre à connaître quelqu'un si on est fixé sur nos critères. Oui, c'est ça. Je pense que ça peut nous bloquer un petit peu si on a une liste de 3 pages. Et puis, on fait un premier interview avec la personne et on voit qu'il fait 2 pages 3/4, mais il y a quelques petits trucs qui vont pas, bah tant pis. Tu dirais quoi toi, Joël? Moi, je me souviens plus ce que j'avais sur ma liste exactement. Ah, je t'ai dit. Les choses, effectivement, comme Mélissa a partagé, les choses vraiment importantes. Pour moi, c'était une femme qui a une vraie relation avec Dieu, qui aime Dieu et qui cherche à mettre Dieu en premier dans les différentes décisions dans sa vie. C'est ça dont je me souviens, et je suis sûr qu'il y avait d'autres choses, mais dont je me souviens pas. Comme a dit Mélissa, au fur et à mesure aussi que je grandissais et que je changeais moi personnellement, ma liste se raccourcissait de plus en plus pour garder ce qui était vraiment important. Quelque chose qui est intéressant, c'est que après que j'avais rencontré Mélissa et que j'ai commencé à la voir comment elle servait les gens, voir comment elle prenait soin des personnes avec qui elle travaillait, différentes choses. Euh, Ça devenait un peu euh, le, le repère avec qui je comparais les filles. C'est-à-dire que quand je rencontrais ou quand je parlais avec une fille, je me disais, oui, elle est jolie, elle est sympa, mais elle n'a pas ce même esprit de service que Mélissa, ou elle n'a pas cette générosité comme Mélissa. Et ça, c'était plusieurs années avant même que je commence à avoir des sentiments, ou que je me rende compte que j'avais des sentiments pour Mélissa, ou que même je considérais qu'on puisse commencer à se fréquenter. Mélissa était, plus je prenais à connaître Mélissa, et puis elle devenait un peu cette marque de niveau d'évaluation pour la femme avec qui j'aimerais être, mais sans que je pense même que je serais avec Mélissa un jour, qu'on se mettrait en couple. Mais j'avais repéré ses qualités en elle, et différentes choses que j'appréciais, et je me disais voilà, c'est ça c'est la personne que j'aimerais avec qui j'aimerais être, qui a ces qualités, qui a cet esprit de service, qui a cette générosité, toutes ces choses. Et donc Mélissa devenait un peu la comparaison pour les autres filles, et aucune des filles n'arrivait au même Zéro pression, niveau hein, que zéro Mélissa. pression. mais sans que je me dise ah tiens, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose avec Mélissa, mais c'était juste que voilà, et c'était la personne qui mettait en pratique et qui vivait tous ces critères entre guillemets. Voilà, sans même penser qu'un jour effectivement on serait ensemble, mais ça m'aidait à voir vraiment ce qui était important aussi, et à pouvoir comparer, à me rendre compte que beaucoup d'autres femmes n'étaient pas aussi merveilleuses que Mélissa. Donc tu dis que j'étais ta liste de critères. Certains ont une liste de critères, Mélissa est. Je suis la liste. Non. Incroyable. Humilité, tu sais, ça fait partie aussi. Mais en vous entendant dire que plus vous avez grandi et maturé, plus votre liste de critères s'est réduite, je me demande si pour des gens, c'est pas l'inverse. Peut-être, je pense à moi-même, je sais pas. Que avec les blessures et les expériences négatives et les choses comme ça, on peut rajouter des critères euh, par, euh, par volonté de protection. Et est-ce que vous avez un truc à dire sur ce sujet? C'est pour ça que je pense que c'est important de voir et de dire qu'est-ce qui est vraiment incontournable. Parce que je pense que c'est pas du tout mauvais du tout d'avoir une liste, comme tu dis, surtout si il y a des choses qui ressortent après certaines expériences ou des vécus de vie, où tu dis que ça c'est vraiment important pour moi. Et peut-être que c'est des choses qui sont incontournables et que c'est ça qu'il faut pas changer. Mais je dirais aussi, s'il y a des choses où c'est pas forcément indispensable, de laisser un peu ça à main ouverte, de voir comment Dieu, il peut aussi changer nos désirs ou changer, de nous surprendre avec quelqu'un qui peut-être remplit pas tous les critères qu'on pensait. Et en même temps, il y a d'autres critères qu'on pensait pas être là, qui nous font du bien et qui peuvent nous aider aussi. Je dis pas ça d'une façon égoïste, juste pour moi-même, mais que peut-être qu'il y a une vue plus large de ce que nous, on peut voir. Et nous, on pense que la bonne personne serait cette liste de A à Z. Mais en fait, il y a quelqu'un que Dieu, peut-être on rencontre quelqu'un ou un ami
et on voit qu'en fait, il a un critère qui nous correspond vraiment bien, auquel on n'avait pas pensé. Donc, je dirais, je pense que c'est bien d'avoir une liste, mais de réfléchir à qu'est-ce qui est pour moi en ce moment. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose où je dirais que si cette personne n'a pas ces choses-là, pour moi, c'est pas une personne que je veux continuer à fréquenter d'une façon intentionnelle ou exclusive. Mais de voir comment ta liste peut évoluer et changer. Et je dirais, ça c'est quelque chose que, bon, on va y revenir tout à l'heure en parlant de cette fameuse théorie de la bonne personne ou pas. On peut avoir tendance à penser que, voilà, que si une personne remplit toute notre liste, que si cette personne, la bonne personne, ça va être une personne parfaite. Et ça, c'est une fausse pensée. Il y a personne qui est parfaite. Et même la Mélissa, qui était cette personne qui répondait à tous mes critères, qui n'est pas parfaite. Moi, je suis pas parfait pour Mélissa. Donc, c'est pas parce qu'une personne va remplir tous nos critères, ou c'est pas parce que je suis convaincu que c'est la bonne personne, ça veut pas dire qu'elle est parfaite. Tu parles des blessures, Sophie, et c'est vrai, c'est une réalité dans toutes les relations, que ce soit les amis, et encore plus dans le couple, il y a des blessures qui sont là. Et si je peux dire, ça fait encore plus mal plus on est proche avec la personne. Mais je pense, voilà, il faut garder ça en tête. Il n'y a pas une personne parfaite. Et c'est le risque en faisant cette liste de critères de penser que voilà, ce sera une personne parfaite et il y aura jamais de problème avec elle parce que elle remplit tous mes critères et donc tout va bien aller. Ça, c'est pas la réalité. Dans les couples, dans les amitiés, on est chacun imparfait, chacun on est égoïste, chacun on a nos problèmes. Et donc il y a même s'il y avait quelqu'un qui peut remplir toute une liste de 4 pages de critères, il y aura quand même des problèmes avec cette personne et on aura quand même des conflits et des blessures. Ça me fait penser à cet épisode de Friends où Melissa, où Monica et Chandler ils se disputent pour la première fois et Chandler il dit bon bah c'était bien d'être ensemble pendant quelques semaines, maintenant on s'arrête quoi. Et Monica elle dit mais c'est pas parce qu'on s'est disputé ou c'est pas parce que genre il y a eu un problème qu'on va s'arrêter. Ouais. Et elle dit mais du coup si tu penses ça veut dire qu'il y a aucune de tes relations qui ont duré plus de 3 mois. Ah, c'est pour ça. C'est ça. Et ça fait penser à ça que si tu te rends compte qu'en fait la personne elle a pas ce critère ou quoi et que tu dis ah bah du coup faut que j'essaye avec quelqu'un d'autre, tu peux pas en fait tu cherches pas une personne, tu cherches une liste de critères. Exactement, ouais. Et c'est pas réaliste. Il y aura jamais quelqu'un, puisque comme tu dis, on peut toujours rajouter des critères et avec les choses qu'on vit, on va se rendre compte que ah ben ça vraiment, j'ai pas envie de revivre cette situation, donc je vais rajouter des critères sur ma liste. Et c'est plus réaliste après. C'est pas une personne qui va pouvoir compléter tout ça. Mais c'est pour ça que je dis aussi que je pense qu'il y a peut-être, en regardant une liste de critères qu'on peut avoir, il y a peut-être un petit travail de fond qu'on peut faire là-dessus aussi. Pourquoi est-ce que cette critère, elle est très importante pour moi? Et essayer de voir s'il y a des blessures ou quelque chose qui ressortent à cause de ça. Et peut-être que moi, je peux travailler sur ces choses-là, en fait. Et pas juste dire, je veux chercher une personne qui soit comme ça. Pourquoi est-ce que ça, c'est si important pour moi? Et d'essayer de unpack, comme on dit. Voilà, de voir un peu ce qu'il y a derrière quand j'ai écrit ce critère. Ouais. Parce qu'en fait, la personne avec qui on va être, elle va pas combler tous nos besoins et tous nos espérances. C'est ni réaliste ni souhaitable. C'est Jésus qui comble tous nos besoins et toutes nos espérances. Lui, il répond à tous nos critères. La personne avec qui tu vas te marier et toi aussi, tu vas changer. C'est deux personnes qui vont beaucoup changer au cours des années. Donc, même si c'était vrai des critères avec cette personne au début, peut-être que ça changera. Donc, ouais. Peut-être que tu cours tu veux quelqu'un de sportif qui court beaucoup, et au bout d'un moment, il se met à courir qu'une seule fois par an, par exemple. Ben voilà, au début de notre relation, il était champion de badminton de toute la région de Bretagne. Et on est passé de ça à... Bah, au moins, il fait une fois par an, quoi. Qu'est-ce que vous diriez d'autre à un célibataire par rapport à cette liste de critères? Bah, je pense que ça résume un petit peu ce qu'on vient de dire, mais je dirais, faites une liste de critères, regardez ce qui est important pour vous, ce que vous pensez que vous avez besoin, et d'un peu d'évaluer chaque chose et de voir s'il y a quelque chose qui est vraiment incontournable. Et de dire peut-être, regardez plus en profondeur, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi dans mon conjoint. Peut-être je dirais,
au lieu bon, je suis d'accord avec Mélissa, on va commencer par là. Effectivement, faites cette liste et faites ce travail sur vous. Mais peut-être, au lieu de passer beaucoup de temps à, à cette liste, travaillez sur ce que vous savez sont vos défauts ou vos points faibles. Parce qu'il faut dire que la personne aussi, l'autre personne a peut-être une liste. Et si on y réfléchit, c'est pas sûr que moi je remplisse beaucoup des critères de la personne. Donc peut-être, voilà, au lieu de penser à l'avance à l'autre personne et comment elle va me faire plaisir ou m'apporter ce qui me manque ou quoi. Euh, Penser à comment moi, est-ce que je sais que j'ai ces défauts, on m'a déjà parlé, je sais que j'ai besoin de travailler là-dessus. Donc je vais faire ces efforts pour que, effectivement, ça, entre guillemets, moi aussi, je puisse cocher les cases dans la liste. Mais j'avais que trois critères pour toi. Donc ça va, la liste n'était pas trop longue. Mais dans le sens où, voilà, ça, c'est des défauts. Moi, je sais que j'ai ces défauts. Je sais que je peux y travailler. Et on va dépenser notre énergie sur ce que moi, je peux changer et ce que moi, je peux faire. Peut-être plutôt que cette personne hypothétique avec une liste qui est peut-être pas réaliste. À la place, j'ai des choses concrètes sur lesquelles je peux travailler et qui vont m'aider aussi dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. C'est des choses, ce sera pas seulement dans les couples, mais dans nos relations avec les amis, au travail, dans tous les contextes. Si on travaille sur ces points faibles, ça va nous aider à ce niveau. Et je pense que si dans ta liste, quand tu fais le tri et tu dis en fait j'ai quand même 3 pages de points essentiels, que c'est bien aussi de pouvoir faire confiance à Dieu qui peut pourvoir quelqu'un pour toi comme ça, si c'est ce qu'il a prévu pour toi, et donc te prier par la foi pour cette personne, parce que tu sais pas comment Dieu va répondre, et donc pas se dire il faut que je me contente de juste une ou deux choses que je cherche chez l'autre, mais de se dire je peux aussi prier avec foi que Dieu il va répondre avec une personne qui remplit beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a une tension, je trouve, entre ce que tu disais, Joël, aux célibataires, faites pas de compromis, et après une autre pensée de si tu es célibataire encore, c'est parce que tu es trop exigeant. Et dans moi, dans ma vie personnelle, je sens cette tension de est-ce que vouloir ça sur ma liste et dans la personne, est-ce que c'est de l'exigence ou est-ce que c'est parce que je me connais et je sais que c'est ça que j'ai besoin? Et après, est-ce que je crois que Dieu, il peut susciter quelqu'un comme ça dans ma vie ou est-ce que je le crois pas? Et c'est vraiment du discernement avec Dieu, avec soi-même et avec des amis qui peuvent nous aider à voir si on est trop exigeant ou pas. Voilà. Et peut-être que s'il y a un début de relation qui peut commencer, de pas tout de suite fermer la porte si ça répond pas à tous les critères, mais de se dire peut-être il y a une profondeur aussi chez la personne que je vois pas tout de suite et qui pourrait correspondre à mes listes de critères même si je le vois pas tout de suite. Donc aussi d'être ouvert et pas juste dire j'ai ma liste et je suis exigeante, donc au premier rendez-vous je dis oui ou non quoi. Ouais. Juste pour clarifier, si c'est ce que j'ai communiqué, je m'excuse, je voulais pas dire à nos auditeurs ou à toi Sophie que vous êtes célibataire parce que vous êtes exigeant. Ah non, j'ai pas C'est senti ça. Hein. c'est pas ce que je voulais dire. Je pense que s'il faut retenir un des deux points, j'entends cette tension, mais je pense que voilà, cette histoire de ne pas faire de compromis, voir qu'est-ce qui est vraiment le plus important, et c'est ça s'il y a quelque chose à retenir, je dirais, c'est surtout ça. Effectivement, pas faire de compromis, les choses vraiment essentielles, au niveau des croyances, au niveau des choses vraiment qui sont vraiment essentielles, ça, il faut pas faire de compromis. De compromis pour vite trouver une personne qui pourrait combler. Oui, c'est ça. Et puis, une pensée qui me vient en tête aussi, c'est par rapport à, tu parlais d'être exigeant, il y a la réalité aussi que quand on commence à fréquenter une personne, quand on se marie avec une personne, en fait, on connaît pas la personne. On peut penser qu'on la connaît. Ouais. Mélissa, j'ai été amie avec elle pendant plusieurs années, comme elle a dit, pendant 5 ans. Et pourtant, depuis qu'on est mariés, je la connais beaucoup mieux qu'à l'époque. Donc, quand on commence à fréquenter une personne, il ne faut pas penser qu'on la connaît parfaitement bien ou qu'il n'y a plus aucune surprise. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a certaines choses que la personne fait ou fait pas, qu'on aurait rajouté sur notre liste de critères peut-être, en disant « Ah tiens, j'avais jamais pensé à ça, mais ça, vraiment, ça m'embête. » Ou au contraire, un critère qu'on n'avait jamais pensé, mais qu'on apprécie vraiment beaucoup chez la personne. Donc, nos listes aussi sont incomplètes. Ça nous aide, ça nous guide. Mais encore une fois, voilà, c'est pas la liste qui est définitive ou qui est l'autorité suprême sur la personne avec qui on va finir, parce qu'il y a beaucoup de choses
auxquels on n'a même pas pensé, certains critères qui nous semblent peut-être évidents mais qui ne sont pas sur notre liste. Donc voilà, effectivement, il y a cette tension, mais s'il faut pencher d'un côté ou de l'autre, je dirais plutôt sur vraiment qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, et puis garder ces choses-là au centre, garder pour ceux aussi qui s'appuient sur Dieu, garder Dieu au centre, comme Mélissa a dit, prier pour la personne. C'est vraiment important aussi, ça nous aide nous-mêmes à préparer nos cœurs aussi pour ce qui vient pour Finalement, tu avais beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Hein. improbable. Mais en fait, moi, j'aimerais aussi questionner les gens qui écoutent. Peut-être que dans ta liste, tu as mis des qualités, ou peut-être tu as mis je veux qu'il soit plus grand que moi, et je voudrais te challenger que c'est peut-être pas si important, mais bon, à réfléchir avec Dieu. Mais peut-être tu as mis des qualités, je veux qu'il soit drôle, je veux qu'il gna gna gna, un truc bidule. Et peut-être qu'il faut aussi que tu te questionnes c'est quoi les valeurs. Parce que, en fait, dans 10 ans, si la vie est difficile, la personne qui était drôle, peut-être qu'elle sera franchement moins drôle, ou peut-être qu'au jour de la grande détresse et de la grande tribulation dans ta vie, le fait qu'il soit drôle ou pas, ça sera un peu C'est moins pas drôle. important. Par contre, ou par contre le fait que c'est quelqu'un qui pratique l'hospitalité, qui apprécie la famille, enfin voilà, qui est humble et tout ça, c'est une qualité, mais qui pratique l'humilité ou qui pense que l'humilité c'est une valeur importante, ça c'est des choses qu'on garde plus longtemps que les qualités qui peuvent changer en fonction des circonstances de vie. Peut-être donc sur la liste, il faut avoir quelques qualités et pas mal de valeurs, ou quelques Et valeurs des valeurs qui sont importantes, un ouais. peu moins de qualité. Ouais. Mais ça, je pense Ouais, aussi absolument. à moi, quand on a commencé à se fréquenter, je sais pas si j'aurais pu dire que j'avais beaucoup de ces valeurs-là, tu vois. De dire que si je cherchais quelqu'un qui était, qui faisait beaucoup l'hospitalité ou, voilà, que je pourrais remplir ça. Mais je pense que c'est des choses aussi là où on grandit dans ces domaines-là. Donc, je dirais que c'est la même chose si, quand tu as 20 ans, 30 ans, il y a encore beaucoup de choses qui sont à développer, à grandir, à changer. Et donc, peut-être que c'est pas forcément des qualités ou des valeurs qu'on voit tout de suite dans une personne. Mais Oui, c'est effectivement, clair. si la qualité essentielle, c'est par exemple qu'il est super drôle, bah, tu vas voir que ces blagues qu'il refait la même fois pendant 9 ans, ça devient un peu moins drôle. C'est vachement moins drôle. Ah oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Sophie. Ouais. C'est très profond. Bravo. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la liste de critères et tout ça? Je pense pas. Non. Alors on passe à la dernière question avant la conclusion. C'est quoi vos pensées par rapport à la théorie de la bonne personne? Ah, on en a beaucoup parlé. C'est très intéressant. Et même, je me rappelle que quand on se fréquentait, et on était dans cette étape ouais, voilà, de fréquentation, de voir si on allait se marier, tout ça, qu'on en avait parlé aussi. Mais vas-y, Joël, je te laisse commencer. Oui, j'en ai parlé un peu déjà tout à l'heure, mais moi, bon, depuis longtemps, j'ai toujours adhéré à cette théorie, si on peut dire, qu'il y a une bonne personne. Ma pensée, c'était que voilà, j'étais convaincu que Dieu était capable de préparer quelqu'un pour moi, qui me connaissait, lui, ce dont j'avais besoin, qui j'étais, il me connaissait mieux que moi-même. Et donc voilà, je pensais qu'il y avait cette personne que Dieu avait préparée, que c'était pas simplement plusieurs personnes qui étaient là et c'était à moi de faire un choix selon mon humeur du moment ou là où j'en étais à ce moment-là. Et puis aussi, j'étais embêté avec l'idée j'avais parlé avec des amis qui pensaient qu'il voilà, il y avait plusieurs personnes qu'il fallait choisir. Et puis un commentaire qui était ressorti plusieurs fois, c'est oui, mais bon, si tu choisis et puis tu te rends compte après que tu n'as pas choisi la bonne personne, en quelque sorte, tu peux toujours aller échanger et puis retourner voir quelqu'un d'autre qui sera mieux. Quoi. Dans ma tête, j'avais toujours cette idée qu'il y a une seule bonne personne que Dieu a préparée. Et puis, il y a une citation de C.S. Lewis, qu'il a écrit dans un de ses livres que j'aime beaucoup. Il en parle par rapport aux amis, mais c'est aussi applicable, je pense, aux relations et aux couples. En gros, il dit qu'on a l'impression de choisir ses amis ou son conjoint, mais en réalité, si on était né à quelques années de différence, si on avait grandi dans un autre quartier, si on avait étudié dans une autre université, même si notre première conversation avait tourné autour de certains sujets ou d'autres, en fait, tous ces détails auraient pu nous éloigner de ses amis, de cette personne. Pour un chrétien,
on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. Toutes ces petites choses, toutes ces petites décisions qu'on fait, en fait, c'est Dieu qui coordonne tout, qui est secrètement à l'œuvre. Et puis C.S. Lewis dit, il y a cette citation de Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et il dit, on peut l'extrapoler aussi dans les relations. Il dit, c'est Jésus qui nous dit, c'est moi qui vous ai choisi, l'un pour l'autre, qui vous ai conduit ensemble. Donc moi, j'avais un peu cette idée, effectivement, que voilà, il y a une bonne personne, que Dieu coordonne tout, et c'est lui qui guide toutes choses. Très intéressant, Joël. Et tu parles au passé parce que tu as changé d'opinion ou parce que je parle au passé parce que je me suis rendu compte. Je pense qu'en fait, le problème est tourné différemment, mais c'est le même problème. Entre dire il y a une bonne personne ou bien il y a plusieurs personnes et c'est à moi de choisir. Au final, la question est la même, le risque est le même. Même si on se dit il y a une seule bonne personne, lorsque les conflits peuvent survenir, comme j'ai dit, il y a des conflits, les personnes sont pas parfaites, et on peut aussi avoir cette idée de mince, c'était pas la bonne personne, et donc il faut que je cherche quelqu'un d'autre. Donc je me suis rendu compte qu'en fait c'est un peu le même problème de se dire que soit il y a une seule personne mais je l'ai pas trouvée, ou alors il y a beaucoup de personnes mais j'ai pas fait le bon choix. On se retrouve avec le même problème derrière. Mais par contre, ce que je retiens, c'est cette idée que c'est Dieu qui coordonne tout. C'est pas moi qui dirige. Les choix que je fais, en fait, c'est Dieu qui guide ça aussi, qui est en contrôle, qui sait exactement, qui connaît toutes choses, et puis qui peut nous amener vers la bonne, j'allais dire vers la bonne personne. Oups. Donc, cette idée, voilà, je pense qu'il y a une personne que Dieu nous prépare, et si on peut dire, c'est un peu comme dans, entre guillemets, n'importe quelle décision, un découlement beaucoup plus conséquent quand on parle de mariage, mais un peu comme n'importe quelle décision, plutôt que se demander est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est le bon travail, est-ce que c'est la bonne chose à faire, ce qu'il faut, c'est peut-être se poser ces questions. Par exemple, est-ce que ça va clairement contre ce que la Bible me dit de fréquenter cette personne? Est-ce qu'il y a clairement quelque chose qui va pas? Est-ce que moi j'ai envie d'être avec cette personne? Est-ce que je peux dire que je l'aime vraiment? Et je pense aussi prendre des conseils avec les personnes qui nous connaissent, des personnes chrétiennes ou en tout cas des personnes qui partagent les mêmes valeurs vraiment essentielles que nous. Qu'est-ce que ces personnes pensent de la personne, de notre relation? Et c'est ça qui peut aussi nous guider dans cette décision. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, même si c'est la bonne personne, même si c'est voilà, on est convaincu que c'est la personne que Dieu a guidée ou que voilà, j'ai fait mon choix et je choisis cette personne, elle n'est pas parfaite. C'est une personne qui est égoïste comme moi, une personne qui a j'ai envie de dire qui est pécheur comme moi, qui fait des choses, qui a des mauvaises choses dans son cœur comme moi, c'est la réalité. Il faut en être conscient. Et puis ça, et voilà, dans un couple, il faut beaucoup de travail des deux côtés. Il faut de la grâce, du pardon. Et c'est ça aussi qui peut faire que le couple avance. C'est pas une liste de critères, c'est pas penser que c'est la bonne personne et donc tout va être tranquille pour la suite. Mais vraiment, voilà, il y a du travail qui va continuer, il y a besoin de ce pardon, de cet amour dans le couple. C'est long comme réponse. Moi, j'aime beaucoup, il y a 2 trucs, c'est que peut-être c'est la bonne personne. Je suis pas sûre que je crois à la théorie de la bonne personne, mais dans ce que tu dis, c'est que c'est peut-être aussi la bonne personne pour me faire grandir sur des points, de ma vie qu'une autre personne ne me ferait pas grandir de la même manière. C'est aussi la bonne personne qui va me faire, grandir, qui va me faire travailler dans la sanctification et qui va pas, ignorer, mes défauts et les choses que je dois travailler. Et aussi, j'aime bien que tu précises que même si on croit à la bonne personne, ça n'enlève pas la responsabilité individuelle. Oui. De rester, de continuer à s'investir dans le couple et dans la relation quand on est marié. Mais je pense que si on dit qu'il y a une bonne personne pour moi, ça peut nous mettre beaucoup de pression, qu'il faut trouver la personne parfaite, entre guillemets, qui répond à tous mes listes de critères. Et ce qu'on vient de dire qui est pas réaliste parce qu'il n'y a pas une personne parfaite. Et peut-être qu'on peut être un peu paralysé en se disant je vais jamais avancer dans un couple parce que je sais pas si c'est la bonne personne ou pas. Et ça, je pense pas que c'est une façon bien d'avancer ou qui nous aide à bien avancer parce que on va tout le temps être paralysé en se disant que je sais pas si c'est la bonne personne ou pas. Et je pense, comme Joël disait, on peut avancer avec une personne,
on apprend à la connaître, on voit si on a les mêmes intérêts, si on aime beaucoup la personne, si elle répond à mes critères un peu essentiels. Et aussi de voir qu'est-ce que les personnes qui sont proches de moi, qui me connaissent bien, disent de cette personne. Et dans ce cas-là, si les choses avancent, on peut se dire, en fait, ouais, c'était la bonne personne, quoi. Sans se dire, c'était la bonne personne. Enfin, je sais pas comment dire. Je trouve que ça enlève beaucoup de pression de se dire que il faut pas chercher la bonne personne, parce qu'on peut faire confiance que avec les circonstances de vie, avec les rencontres, avec tout ça, que Dieu peut conduire et orchestrer, si je peux dire, des choses pour que je rencontre quelqu'un qui finalement sera la meilleure personne pour moi. Et puis, de toute façon, une fois que tu te maries avec la personne, tu vas te dire, bah oui, c'était la bonne personne, en fait. Parce que maintenant, je suis engagée à vie et je veux voir comment, même si c'est pas dans 10 ans, on se dit, bah, on n'est pas les mêmes personnes que quand on s'est mariés, on voit que c'est toujours la bonne personne, quoi. On s'embrouille ou c'est clair? C'est clair, c'est beau. J'ai une chanson que j'aime beaucoup en anglais qui s'appelle Right Person, Right Time. C'est pas une chanson chrétienne, mais je vous la recommande si vous écoutez et que vous vous questionnez sur la bonne personne. Parce qu'il y a la bonne personne, mais il y a aussi le bon timing. Ouais. Et quand Dieu, il dit, t'es prêt, c'est le moment maintenant, ou ta saison de célibat, t'as vécu tout ce que t'avais à vivre dans ton célibat, même si t'étais prêt avant, mais il y avait encore des choses que tu devais vivre dans ta vocation du célibat. Maintenant, c'est le bon moment. Et donc, il y a aussi une personne. Et je crois qu'en plus de discerner est-ce la bonne personne, il y a aussi cette question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on est trop jeune, ou est-ce que là, il y a quelque chose professionnellement ou dans mon église ou avec ma famille, des choses que je dois processer et c'est pas forcément le bon moment. Et en même temps, je connais des couples qui se sont constitués et qui se sont mariés à des moments où ça semblait apparemment humainement pas le bon moment, et pourtant c'était le moment que Dieu avait choisi pour eux. Là, je crois qu'il y a un moment choisi pour eux, même si je crois pas qu'il y a une personne choisie pour eux. Comme quoi. Je pense que c'est intéressant de discerner ça aussi. Oui. C'est sûr, ouais. Et ça, on en a parlé déjà, chacun change. Et une personne qui vient quand on a 20 ans, on va peut-être pas l'apprécier de la même manière que quand on a 30 ans ou avec plus de vécu. Effectivement, il y a le temps aussi qui est, encore une fois, je pense, qui est guidé, pas par le hasard, mais par Dieu, et qui sait aussi à quel moment on est prêt, comme tu dis. Je me rappelle quand j'étais à la fac, bon, je pense que j'étais en mode, surtout ma première année, je cherchais la personne avec qui j'allais me marier déjà. Et je me mettais, je pense, beaucoup de pression de me dire, il faut que j'aille à cet endroit-là parce que je sais qu'il sera là, ou il faut que je fasse cette formation parce que je sais qu'il lui aussi s'est inscrit, ou il faut que et finalement, c'était assez lourd et pesant. Et puis, en parlant avec une dame qui était plus âgée que moi et beaucoup plus mature, elle disait, ben, tu peux relax. Enfin, fais confiance que là où tu vas, que Dieu il va te guider vers la personne ou les bonnes circonstances aussi. Et ça veut pas dire que je reste chez moi sur le canapé en disant bah il va frapper à ma porte. Mais de pas mettre tellement de pression, de se dire il faut que je fasse ça pour trouver cette personne. Juste profiter de ce que je fais, de faire des rencontres, d'aller faire voilà ce qu'on disait avant, d'être impliqué dans des différentes choses, sans se mettre autant de pression qu'il faut absolument être à chaque chose là où il sera, quoi. C'est vrai que là, sur ce point-là, je suis d'accord avec la théorie de la bonne personne. Si ça nous aide à être, je peux pas le louper. Parce que moi, c'est quelque chose où j'ai dû beaucoup lutter contre ça au début de ma vingtaine. J'avais peur de louper le mariage que Dieu avait prévu pour ma vie, quoi. Et je me disais, il y a des choses en moi qui vont faire que je vais louper le mariage que Dieu a prévu pour moi. De louper la bonne personne. Quand j'ai compris que c'était... Ouais, louper la bonne personne, c'est ça. Quand j'ai compris que c'était impossible, ça m'a vraiment relax. C'était vachement bien. Donc, tu penses quand même qu'il y a une bonne personne alors. Bref. Je sais pas. Je dirais aussi quand on cherche, si on a cette théorie de la bonne personne, parfois on est trop focalisé sur la bonne personne et peut-être que c'est mieux de prendre un peu de temps pour se dire, est-ce que moi je deviens une bonne personne pour quelqu'un en étant intentionnelle dans ma vie, de grandir comme je veux grandir.
et pas tout le temps focalisé sur je cherche, c'est qui, elle est où cette personne, mais de se dire, Ouais. moi, est-ce que je suis en train de grandir en tant que personne voilà, d'être une bonne personne, quoi. La bonne personne pour quelqu'un. Non, Ouais, grave. La bonne personne de quelqu'un. voilà. C'est intéressant. Trop bien. T'as d'autres choses à dire sur la théorie de la bonne personne? Je trouve que c'est intéressant d'en discuter avec d'autres autour de soi. Et encore une fois, de un peu décortiquer pourquoi est-ce que je penserais de cette façon-là ou pas. Et voir s'il y a des angles morts, c'est comme ça qu'on dit. S'il y a des choses où, même en discutant avec des amis, je vois que je peux changer d'avis aussi, ou je peux changer un peu ma façon de penser. Pour conclure, quels sont vos 2 centimes par rapport à ce sujet, la liste de critères, la bonne personne? Qu'est-ce que vous voulez laisser aux auditeurs? Donc moi, il y a deux choses que je voudrais transmettre. D'abord, on a parlé un peu, mais continuer à fréquenter des amis dans des groupes, pas chercher à aller trop vite avec une personne, à vouloir vraiment à faire du tête-à-tête tout de suite, mais vraiment prendre le temps d'apprendre à connaître les filles, les gars dans un contexte de groupe, avec leurs amis, avec des amis communs, et puis vraiment développer l'amitié en premier. Voir où ça va aller par la suite. Une deuxième chose que je voulais dire, c'est plus particulièrement aux garçons, parce que c'est ce que moi je connais. La réalité, on sait que c'est dur. Quand on commence à fréquenter quelqu'un, il y a des tentations et des choses qui sont difficiles qui sont là. Et donc, c'est vraiment important de fixer vos limites ensemble, je pense, de les respecter aussi. Je pense que dans un podcast par le passé, Louis, tu as parlé de la pureté. Sophie, pardon. Tu as parlé de la pureté sexuelle, de garder ça. C'est vraiment essentiel. Donc, fixez vos limites pour garder cette pureté, respectez-les, et puis commencez dès maintenant à avoir ce qu'on appelle de la redevabilité pour ce thème de la pureté. Parler avec des amis, des gens un peu plus matures dans l'église ou parmi vos connaissances, avec qui vous avez confiance, qui vont pouvoir vous aider à garder ces limites, garder ces engagements. Encore une fois, quand on commence à fréquenter quelqu'un, quand on avance, les difficultés sont là aussi, les tentations sont là, et c'est important de prendre ces bonnes habitudes dès maintenant. Moi, je dirais tout simplement de s'enlever un petit peu de pression, de faire nos listes de critères si on en a envie, d'en parler avec nos amis autour de nous, à qui on fait confiance, et essayer de comprendre un petit peu plus pourquoi je veux cette liste ou pas, pourquoi je cherche la bonne personne ou pas, et puis de profiter, quoi, de faire des choses en groupe avec des amis, de s'amuser, de rigoler, de pas se mettre trop de la pression tout de suite là, absolument il faut trouver une personne tout de suite là maintenant avant que j'ai je sais pas quel âge, mais de pouvoir bien s'amuser et rigoler. Je pense qu'une des choses que j'appréciais le plus quand on a décidé de commencer à être un peu plus intentionnel dans notre relation, c'est qu'on avait déjà été amis depuis longtemps et on avait vécu beaucoup de choses avec un groupe d'amis sans qu'il y ait des sentiments l'un envers l'autre, mais qu'on avait aussi appris à connaître l'autre personne à travers ces différentes activités et ces temps ensemble. Et on n'a pas regretté ça, de commencer notre relation avec une amitié qui était déjà bien solide, quoi. Trop beau. Merci les amis, c'était trop chouette. Ça m'a fait trop plaisir. Merci Sophie. Ouais. J'étais très content aussi d'être avec toi ce matin. T'as partagé des bonnes petites pépites, Sophie, que je vais garder en tête aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, la bonne personne, vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On a hâte de savoir. J'ai aucune idée si c'est un sujet qui fait polémique comme d'autres sujets qu'on a fait dans le passé où on avait des positions très favorables ou défavorables dans les MP de Instagram. N'hésitez pas à venir nous dire. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.